Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien. Vous savez qu'en ce spécial mois d'Halloween, il y a Duchesse qui nous rend visite. Vous savez qu'en ce spécial mois d'Halloween, j'ai décidé de vous faire un petit peu des vidéos qui vont avec le thème Paranormal Activity, Scary Story et tout ce qui tourne autour un petit peu de ce mood. Comme certains d'entre vous m'ont quand même suggéré de temps en temps d'essayer de nourrir un petit peu une vibe positive, j'ai décidé pour ce mois-ci d'y aller crescendo. Alors je vais commencer avec une histoire qui réunit de toute façon les conditions nécessaires à une bonne histoire pour un mois spécial Halloween. Mais celle-là, elle a un super happy ending. Donc j'espère qu'elle va vous plaire. Aujourd'hui, je vous parle du mystère de Coqueville. Ce matin-là, dans la petite cité de Coqueville, les parents étaient bien loin d'imaginer que leur pire cauchemar était sur le point de se réaliser. Nous sommes le 16 mai 1986. L'ancien maréchal David Young et son épouse Doris Young ont pris en otage 154 enfants et 13 enseignants à l'école primaire de Coqueville dans le Wyoming et les ont tenus à distance avec 4 fusils, 9 armes de poing et une bombe artisanale de la taille d'un caddie attachée à 5 détonateurs en épingle à cheveux. Il faut savoir que David Young et Doris Young, à peine entrés dans les bureaux administratifs de l'école de Coqueville, se sont mis à distribuer un manifeste qu'ils avaient intitulé « Zero equal infinity ». Donc 0 égale infini, aux personnes présentes dans les bureaux avant de se mettre à hurler qu'il s'agissait d'une prise d'otage et qu'ils ne relâcheraient personne avant d'avoir reçu 300 millions de dollars. Tout aurait pu très mal finir, mais l'issue n'en sera que plus surprenante. Le mystère de Coqueville, c'est maintenant. Alors, quelques années auparavant, David Young était un officier de police lambda à Coqueville, mais à cause d'une conduite jugée tendancieuse, il avait été congédié et il avait alors choisi de quitter la ville et il a déménagé à Tucson, en Arizona, où il a rencontré et épousé Doris Young. Après une courte période où il sort complètement des radars, il revient à Coqueville. Il a changé, il a développé une philosophie suivant laquelle la société devrait radicalement changer pour donner naissance à un monde nouveau. Une philosophie faisant référence à un Brave New World où il voulait régner sur des enfants intelligents. Il était au courant des résultats supérieurs à la moyenne du système éducatif de Coqueville, d'où ce choix spécifique pour cette école, histoire de taper un grand coup et de lancer son mouvement. David et Doris sont donc tous les deux revenus à Coqueville le 16 mai 1986. À 13h, ils se sont arrêtés à l'école primaire. Une fois dans le bureau, comme je vous l'ai dit en introduction, ils ont distribué ce manifeste en hurlant qu'il s'agissait d'une révolution, que l'école était prise en otage et qu'ils étaient armés, dangereux et qu'ils n'hésiteraient pas à tirer sur quelconque opposant, enfant, adulte, whatever, et qu'ils n'hésiteraient pas à tout faire sauter. Rapidement, les gens ont identifié qu'il s'agissait de 2 personnes forcément complètement mentalement dérangées, en plein délire, ce qui fait peut-être plus peur qu'une prise d'otage avec des gens qui restent sous contrôle. Donc, David chargea Doris de faire le tour des classes pour interrompre les cours en prétextant une urgence et de rassembler tout ce petit monde en salle 2 où lui serait déjà avec tout son arsenal. De prime abord, personne ne s'est méfié de cette petite Doris. Enseignants et élèves la suivèrent jusqu'en salle 2. Et à peine arrivé, le gars leur distribua son fameux manifeste parce qu'apparemment, c'était vraiment très important pour lui. Au-delà de demander de l'argent, il y avait quand même... Et pourtant, on n'en a pas trop entendu parler du contenu du manifeste. Mais bref, une fois tous rassemblés dans cette salle, il faut comprendre que c'est donc 136 enfants, 6 professeurs, 9 membres de l'administration, un chauffeur de bus, un mec qui était là parce qu'il devait passer un entretien d'embauche et un adulte non identifié qui s'entasse dans cette salle de classe qui est censée n'accueillir qu'une 30aine de personnes. Comme vous êtes meilleur que moi en mathématiques, vous avez déjà calculé combien exactement ils sont dans cette salle. Moi, je vais vous dire environ 200.
David se tenait au centre de la pièce, débraillé, le regard sauvage, et ses bras reposaient sur un panier d'où s'échappaient des dizaines de fils et de bouts de matériaux et qui sentaient beaucoup l'essence. Derrière lui, il avait disposé toutes ses armes et à son poignet, il expliqua qu'à son poignet pendait une corde qui était attachée au panier par une simple pince à linge. Il expliqua alors aux otages que d'une simple contraction de son bras, il pouvait faire exploser la bombe. Sa femme prit alors la parole, précisant qu'il s'agissait plus que d'une simple prise d'otage, une véritable révolution, et qu'une rançon avait été demandée pour chaque enfant présent dans la salle. Avant de lancer l'opération, David avait envoyé une lettre et son manifeste au président Ronald Reagan ainsi qu'à plusieurs médias et au Chadron State College. Dans la lettre, il demandait une audience au président et 2 millions de dollars par enfant. Alors de base, il faut savoir qu'ils n'étaient pas censés être que lui et sa femme. Et il avait embarqué dans ce délire 2 amis, Gerald Depp et Doyle Mindenhall. Et d'ailleurs, ces 2 mecs, ils les avaient pas un petit peu manipulés, mais ils avaient investi, donc ils lui avaient donné de l'argent pour acheter tout son arsenal et tout ce dont il avait besoin pour sa prise d'otage, parce qu'il leur avait promis uniquement de devenir riches. Et en gros, c'était les seules informations qu'ils avaient sur le plan. Mais quand ils se sont rendus compte, mais le jour même, je vous parle, c'est-à-dire le gars, il a garé le fourgon devant l'école, les 2 gars ont dit « mais non, tu plaisantes ». Tu vas quand même pas prendre une école primaire en otage. Et quand ils ont vu que le gars était très sérieux, que David était très sérieux, ils se sont immédiatement désolidarisés. Ce qui fait que David et Doris ont préféré menotter les 2 gars et les laisser attendre la fin de la prise d'otage à l'intérieur du fourgon, garé pas loin de l'école. De même, David avait une fille de son premier mariage, qui l'avait elle aussi convaincue, embarquée, sans trop lui donner les détails. Et quand la meuf est arrivée devant l'école, elle a été prise d'une grosse crise de panique quand elle s'est rendue compte des intentions réelles du couple. Elle a alors fui, elle s'est barrée en courant, et quelques minutes plus tard, elle est entrée dans un commissariat de police pour déclarer en hurlant que son père venait de poser une grosse bombe à l'école primaire. Et Cathy Davidson, qui était la coordinatrice des gestions d'urgence, demanda au greffier de la ville de prévenir immédiatement les autorités compétentes. C'est pour ça que sur place, l'école a rapidement été encerclée. Pendant ce temps, dans la classe, le stand-by avait commencé. Les enseignants demandèrent l'autorisation d'aller chercher des livres, des crayons de couleur, des feuilles, une télévision et des films pour tenter d'occuper les enfants. Et cette demande leur fut accordée. Mais vous doutez bien que les enfants, l'énergie ambiante, tout ça, les distraire s'avère un petit peu plus compliqué que ce qu'ils auraient pensé, parce qu'ils n'avaient pas l'esprit à ça, quoi. Ils étaient en panique, dans une salle surchauffée, avec surpeuplée. Donc imaginez les pauvres enfants, parce qu'en primaire, on démarre à 6 ans, quoi. Boris essaya maladroitement de les rassurer en leur disant qu'ils devaient vivre un petit peu l'expérience comme une espèce d'aventure qu'ils n'oublieraient jamais. Elle a quand même poussé le vice jusqu'à leur dire « Un jour, vous serez célèbre pour cela. Vous pourrez écrire des journaux, des livres et vous aurez une grande histoire à raconter à vos petits-enfants grâce à moi. » Ouais, on va dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais la meuf, quand même, il y avait de la bonne intention, on va dire. Cependant, c'était comme un coup d'épée dans l'eau. Malgré ces paroles qui se voulaient rassurantes, vous vous doutez bien que de nombreux enfants ont continué à pleurer, d'autres commencèrent à se plaindre de maux de tête à cause de l'odeur de l'essence, certains demandaient à rentrer chez eux. Et ce jour-là, le petit Jérémy Amour fêtait ses 7 ans, le pauvre. C'était son anniversaire. Et des chansons furent chantées en son honneur, qui fut même reprise par les 2 preneurs d'otages. Mais ce semblant de normalité ne fit en rien retomber la tension qui ne cessait de monter dans cette toute petite pièce. À certains moments, des enfants qui un peu avaient baissé leur garde s'approchèrent de David Young qui, visiblement agacé, le gars il était déjà au bord de la rupture, demande aux enseignants de pousser les tables et les chaises sur le bord des pièces, puis il ordonne de tracer un grand carré sur le sol tout autour de la bombe avant de déclarer aux enfants « Traversez cette ligne de la mort et je commencerai à tirer sur les adultes. Je tirerai sur tout le monde si je dois le faire. »
No pity. Donc vers 15h45, David, qui regardait les enfants qui pleuraient et qui priaient, commence un petit peu à s'énerver et ne pouvant en supporter plus parce que pour lui la pression était déjà à son comble, il remit la corde à sa femme et il quitta rapidement la salle de classe pour se réfugier dans la salle de bain. Laurie se retrouve toute seule avec la bombe, maladroitement elle le fixe à son poignet grâce aux épingles à linge, le système de déclenchement, elle s'assure que tout est bien fixé, quand soudain quelque chose se produisit qui émerveilla les témoins. Et tous ont témoigné de ça, d'accord? Traversant le plafond, des êtres lumineux commencèrent à apparaître. Ils planèrent et tournoyèrent un moment dans les airs avant de se diriger vers les enfants. Une voix chuchota dans l'oreille de certains et leur expliqua que la bombe allait bientôt exploser, mais qu'ils ne devaient pas s'inquiéter et qu'ils devaient se rapprocher des fenêtres. Soudain, d'une extraordinaire manière, les uns après les autres, dans une espèce de symbiose et une synchronicité presque orchestrée, presque chorégraphiée, ils se sont tous dirigés vers les fenêtres. Nathan, qui était un petit garçon présent dans la pièce, rapporta « Je m'étais assis dans la classe et je m'amusais avec un jouet quand quelque chose m'a fait me lever. C'est là que j'ai vu les anges. Ils étaient brillants avec de longues robes blanches et fluides. Certains se tenaient la main. Ils ont glissé à travers le plafond et sont restés suspendus dans les airs pendant une seconde. Je me sentais totalement en sécurité. Tout le monde avait son ange. Ils sont descendus à côté de nous. Mon ange à moi, c'était une belle femme lumineuse. C'est presque comme si elle avait atterri sur mon épaule. Elle m'a dit « Tu ne dois pas avoir peur, Nathan. Lève-toi et va vers la fenêtre. » Il a dit, j'ai simplement fait ce qu'elle m'a dit et d'autres enfants ont commencé dans le même moment à faire la même chose que moi. Comme les enfants traversaient la salle de classe, Doris s'énerva et elle demanda aux enseignants d'obliger les élèves indisciplinés à se rasseoir. Puis, semblant complètement oublier le cordon qui était relié au panier, elle fit un brusque mouvement énervé du bras et tira dessus sans le vouloir. L'explosion la fit voler à travers la salle de classe, comme une torche enflammée. Elle projeta également quelques enfants contre les murs et une fumée noire envahit la pièce qui était si dense qu'elle dissimulait tous les otages. Immédiatement après l'explosion, les enseignants eurent le right réflexe et ils commencèrent à chercher les enfants à tâtons dans la fumée épaisse, éteignant les éventuelles flammes qui pouvaient avoir atteint leurs vêtements. Puis ils décidèrent de profiter de ce moment de confusion pour faire sortir les enfants par les fenêtres qui avaient été soufflées par l'explosion. Ils les aidèrent à glisser vers l'extérieur du bâtiment, leur conseillant « Quand vos pieds touchent le sol, courez !» Certains enfants, qui se trouvaient près de la porte, parvinrent à sortir par leurs propres moyens et d'autres se retrouvèrent à l'extérieur sans vraiment savoir ni pouvoir expliquer comment ils y étaient arrivés. Vous vous doutez bien, dès qu'ils aperçurent les premiers enfants sortir par la fenêtre, les familles qui attendaient à l'extérieur forcèrent les barrages de police qui encerclaient le bâtiment et se précipitèrent vers eux, les attrapant et les amenant rapidement à l'abri derrière les camions de pompiers. À l'intérieur, le drame se poursuivait. En entendant l'explosion, David Young a fini par se précipiter hors de la salle de bain, dans la salle numéro 2, un pistolet dans chaque main. Il arriva juste au moment où John Miller, le professeur de musique, tentait de s'échapper. Il lui tira 2 balles dans le dos. Puis comme sa femme n'était toujours pas morte mais qu'elle se tordait de douleur sur le sol, il mit fin à ses souffrances d'un coup de pistolet et retourna l'arme contre lui et se suicida. Très excités, les enfants qui avaient vu les anges, comme ils les appelaient, parce que c'est les enfants qui ont décidé, sans même se concerter, de désigner ces êtres lumineux en tant qu'anges, s'empressèrent d'en parler à leurs parents, leur expliquant qu'ils planaient au-dessus de leur tête et qu'ils les avaient sauvés. Certains racontèrent qu'un grand ange se tenait entre eux et les preneurs d'otages, qu'il les protégeait de ses grandes ailes déployées. D'autres parlèrent de la belle dame qui leur était apparue au fond de la pièce, ou certains même parlèrent d'un défunt parent qui leur avait expliqué où aller. Et les autres rapportèrent que juste avant l'explosion, les anges s'étaient rassemblés autour de la bombe et se tenaient par la main tout en souriant aux enfants pour les rassurer. En gros, ils ont fait un petit peu, on ne peut pas dire barrage de leur corps, étant donné qu'ils n'ont pas de corps, on va dire c'est comme s'ils avaient fait barrage de leur ectoplasme, voilà, pour protéger les enfants. Ils avaient fait, avec cette ronde, ils ont bel et bien protégé les enfants.
Dans un premier temps, vous vous doutez bien, personne n'a voulu croire les gosses en disant que c'était un délire collectif, toujours une petite explication scientifique bien pensée pour expliquer l'inexplicable. Mais là, pour le coup, les témoignages étaient si nombreux et ils se ressemblaient tant que beaucoup envers à penser que quelque chose de merveilleux s'était réellement produit ce jour-là à Coqueville. Et ce miracle ne fut que confirmé par les éléments qui viennent s'ajouter à l'enquête. Des experts analysèrent la bombe artisanale qui était relativement sophistiquée. David avait disposé différentes étagères de bois avec des centaines de cartouches de munitions sur le dessus, une couche d'essence au milieu et des boîtes de thon remplies de poudre tout en bas, juste au-dessus du détonateur. Avant de se lancer dans la prise d'otage, il avait testé un dispositif identique sur un ancien autobus scolaire et il avait parfaitement fonctionné, soufflant le bus et le réduisant en poussière. En actionnant les détonateurs, en fait, la poudre devait s'envoler dans l'air, se mélanger à l'essence, elle devait se transformer en boule de feu et engloutir la pièce dans les flammes. Cependant, sur les 5 détonateurs, un seul s'était déclenché. Le fil des 4 autres ayant été mystérieusement découpé. Le récipient contenant l'essence avait une fuite. Donc en gros, si vous voulez, le liquide s'était écoulé sur la poudre contenue dans les boîtes de thon, le transformant en une espèce de pâte qui ne risquait plus de s'envoler, et la force de l'explosion n'avait pas rayonné de l'extérieur comme elle aurait dû le faire normalement, mais elle est montée vers le haut, ce que les experts ne sont pas parvenus à expliquer, ni comment, ni pourquoi. Selon les propos repris par CNN, chaque enfant et adulte ait été épargné par l'explosion n'est rien de moins qu'un miracle. 79 élèves et enseignants qui étaient atteints de brûlures légères durent se faire soigner à l'hôpital, où ils se rétablirent en un temps record. Même John Miller, le professeur de musique à qui David Young avait tiré une balle dans le dos, se remit parfaitement. Quand les journalistes et les photographes envahirent la salle de classe numéro 2, ils remarquèrent sur le mur une étrange trace qui semblait renforcer les dires des enfants. Juste derrière l'endroit où la bombe avait explosé, là où certains enfants avaient justement dit avoir cru voir une belle femme, une forme humanoïde se dessinait sur le mur. Et regardez les photos. Les photos, tout ce qui est, c'est des photos issues qui ont été faites sur place, quoi. Regardez bien, cette forme humanoïde qui se dessinait sur le mur semblait avoir des ailes sur le côté. Cette année-là, l'école resta ouverte durant tout l'été pour que les élèves et leurs familles puissent se rendre sur place, voir la pièce noircie, et certains qui n'étaient pas croyants le devinrent. Il faut savoir que des années plus tard, ça reste inexpliqué, encore aujourd'hui, le mystère de Coqueville. Je vous vois, vous, Coqueville, vous vous dites, est-ce que le nom de la ville a du sens? Non, moi aussi, mais non. En tout cas, il faut savoir que même des années plus tard, Jenny Johnson, qui était une des enfants qui avait été retenue en otage, et sa grand-mère regardaient un album de photos de famille, quand soudain, la toute jeune fille remarqua une photo qu'elle n'avait jamais vue, d'une femme qu'elle ne connaissait pas, et elle le dit à sa grand-mère, « Mamie, regarde, voilà !» C'est la dame qui est venue m'avertir qu'il fallait que je me rapproche de la fenêtre avant que l'explosion arrive. À la grand-mère, elle lui répond, mais c'est pas possible. Tu ne peux pas l'avoir connue, cette dame. Car cette femme, c'était sa propre tante, la sœur de son père, et elle était morte bien avant sa naissance. De nos jours, les enfants de Coqueville sont forcément devenus adultes et ils parlent toujours avec beaucoup d'émotion de ces êtres de lumière qui les ont sauvés. Voilà pour la merveilleuse histoire du miracle de Coqueville. Il y a un film qui a été tiré de cette histoire vraie. Je vous le mets en barre de description. Je vais essayer de vous trouver un lien où vous pouvez le visualiser ou vous le visionner gratuitement. Sinon, je vais faire mon max. Sinon, je vous mettrai la référence pour que vous puissiez le trouver. C'est une histoire incroyable j'ai trouvé que c'était parfait pour le démarrage de notre petit mois d'Halloween. Elle est incroyable, paranormale et pas trop effrayante. Mais je vous avertis, ça va être crescendo parce que les prochaines vidéos, j'ai du lourd.
En tout cas, vous voyez, j'essaie toujours de vous trouver des sujets qui sont pas trop traités sur YouTube, parce que c'est vrai que les true story, les creepy, voilà, il y a des gens qui font ça, mais que j'aime bien trouver certaines qui n'ont pas été super traitées par les youtubeurs. J'espère que ça vous aura plu. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cette vidéo. Je pense que comme moi, vous avez aussi noté que c'est quand même vachement étrange, mais au final, les enfants représentent toujours un enjeu. Parce que même si on n'a pas eu plus d'informations que ça sur le fameux manifeste et ce qu'il détenait, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas voulu éventuellement la presse un petit peu cultiver ce manifeste et cette espèce de révolution autour des enfants intelligents, vous remarquerez qu'à travers l'histoire, les enfants sont régulièrement des enjeux et que la preuve en est, c'est qu'ils sont tellement importants que les manifestations miraculeuses arrivent pour les protéger, ce qui en soi est une bonne chose. Donc j'espère que le sujet vous aura plu. Je vais essayer de faire des vidéos le mercredi parce qu'on m'en a réclamé, mais c'est compliqué en ce moment, c'est compliqué, mais je vais faire mon maximum. Sinon, comme d'habitude, à dimanche prochain. Vous savez comment ça fonctionne. Pour le référencement, on like à fond, on like comme des oufs. Parce que comme ça, la vidéo est plus suggérée, plus d'abonnés, une plus grosse communauté, plus de pouvoir, plus de sources d'informations. Et à nous tous, on pourra peut-être faire quelque chose de huge, comme on dit ici. On s'abonne. Quand on s'abonne, on clique sur la cloche pour avoir les notifications quand je ne suis pas censurée pour YouTube. Dites-moi en commentaire si cette histoire vous a plu, si vous y croyez, bien qu'en vérité vous n'avez pas le choix d'y croire ou de ne pas y croire, puisque ça y est, c'est un miracle. Voilà, personne n'a pu l'expliquer. Alors de grâce, n'arrivez pas avec vos pseudo-explications hyper réalistes et hyper rationnelles, alors qu'en vérité, même des spécialistes plus forts que vous, ils n'ont pas pu expliquer le miracle de Coqueville. Je vous souhaite une excellente semaine, peut-être à mercredi, sûrement à dimanche. Et n'oubliez pas les amis, stay safe.